Les siècles que nous venons de parcourir, grosso modo de l'expulsion des Juifs d'Espagne à la Révolution française, ont vu l'amorce de grands bouleversements à l'intérieur du monde juif. Présents aux quatre coins du monde, les Juifs, dont le nombre total est estimé à 1 million à la fin du XVIIe siècle, se retrouvent principalement en Europe et non plus en terre d'islam, comme cela avait été le cas du 8e siècle à la fin du Moyen-Âge. Une situation géopolitique nouvelle, préfigurant le déclin séfarade et une mutation culturelle profonde, ponctuée de crises, conduisant en fin de parcours, aux Lumières juives, le mouvement de la Haskalah. La pensée chrétienne et la civilisation européenne deviennent dès lors, pour les Juifs, des défis culturels permanents et des sources intarissables d'émulation, d'inspiration, mais aussi de confrontation. Voilà un résumé parfaitement clair de Michel Abitbol dans Histoire des Juifs, concernant les évolutions connues par le judaïsme entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution française. Après avoir vu dans les 3 premiers épisodes de cette série d'Historiapolis consacrée à l'histoire du peuple juif, les pérégrinations antiques des Hébreux, puis le judaïsme à l'ère médiévale, et enfin son évolution à la période dite moderne, on va pouvoir se pencher sur les conséquences de la Révolution française et de l'entrée dans le XIXe siècle pour le peuple juif. Mais tout d'abord, effectuons un dernier rappel sur ce qu'a impliqué l'essor de la modernité dans les différentes communautés juives, notamment sur le plan culturel et intellectuel. Il est important de rappeler tout ce que l'entrée dans la modernité, en général, mais y compris pour les juifs, doit à la ville d'Amsterdam et à l'esprit cosmopolite hollandais. Les bibliothèques des intellectuels juifs de ce pays sont peu fournies en livres en néerlandais, mais d'une proportion considérable de livres en espagnol, portugais, français, latin, grec, italien ou anglais. En fait, face à des autorités rabbiniques très conservatrices, ce sont surtout ceux que l'on appelle les hébraïstes chrétiens, notamment italiens comme Pic de la Mirandole ou Ficin, qui vont influencer les penseurs juifs, les poussant à relire des textes de juifs oubliés par leur propre communauté, en les réinterprétant avec un œil moderne. Ainsi en va-t-il des néoplatoniciens de l'Antiquité comme Philon d'Alexandrie, mais aussi d'auteurs comme Flavius Joseph, qui sont peu à peu redécouverts. Spinoza, dans le Traité théologico-politique paru en 1670, va apporter une contribution majeure à la modernité en préfigurant l'athéisme, bien qu'il n'ait pas lui-même été athée, et en démontant en règle la Torah, ne la considérant que comme une compilation d'épisodes mythiques, à l'instar des récits homériques par exemple. Il attaque également l'idée de prophétie, les miracles et l'irrationalité qu'ils comportent, ainsi que la notion de peuple élu. Au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, qu'elles soient allemandes, françaises ou juives, la question du traitement des Juifs est au cœur des débats sur la notion émergente de tolérance. Ils deviennent le symbole du peuple dont il est question de savoir si un traitement plus favorable rehausserait moralement toute la civilisation européenne. Les discussions sont âpres et les avis très divers. À la suite de Spinoza, Pierre Bell, dans son Dictionnaire historique et critique, se montre intransigeant à l'égard des Juifs. Le plus déchaîné des Lumières anti-juives sera évidemment Voltaire. Montesquieu, pour sa part, se montrera ambivalent, et se fera laudateur des Juifs dans l'esprit des lois, mais reprendra les clichés judéophobes dans les lettres persanes. Le plus philosémite des Lumières est sûrement le protestant allemand de l'Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing. Mais c'est bien Moses Mendelssohn qui se révélera le plus loquace sur la question du rapport entre les Juifs et la modernité. Il doit être ainsi considéré comme le père philosophique et intellectuel de l'assimilationnisme juif consistant à rester fermement juif, tout en s'adaptant le plus possible aux mœurs du pays où vit la communauté, position relativement nouvelle dans un monde juif alors largement divisé entre les juifs très religieux, les Hassidim, partisans d'une séparation radicale avec les chrétiens et s'accommodant largement de la vie dans les ghettos, et une certaine tendance à de nombreux égards préfiguratrices de ce qu'on devait nommer plus tard la Jüdischer Selbsthass, c'est-à-dire la haine de soi juive, des judéo-portugais de Bordeaux notamment, tendance à vouloir se considérer tellement avancés et modernes qu'ils refusent d'être qualifiés de juifs comme les autres. L'œuvre fondamentale qui va modifier le rapport des élites, puis ensuite de plus en plus de la naissante opinion publique au traitement des juifs, c'est Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, donc de l'amélioration de la condition civique des juifs, de Christian Wilhelm von Dohm,
En fait, elle modifie le rapport des Juifs en ce qu'elle inverse le rapport de l'accusation dans les causes de la marginalité sociale des Juifs. Si les Lumières avaient déjà constitué une avancée dans le traitement de la question des Juifs, s'indignant de l'oppression qu'ils subissaient dans les sociétés modernes émergentes, ils continuaient de penser, tel Voltaire ou même Kant, que la cause majeure de leur marginalité était le fond de leurs croyances et leurs lois, et qu'il fallait les en libérer pour les intégrer aux sociétés européennes. Le livre de Dom affirme sans réserve que les causes de l'exclusion sociale des Juifs proviennent entièrement de l'intolérance de la société elle-même et non des Juifs. C'est ainsi la société qui doit changer et non les minorités persécutées. Cette inversion s'installera durablement dans l'argumentaire des droits de l'homme, en premier lieu durant la Révolution française où les Juifs, à l'initiative du fameux Abbé Grégoire, seront émancipés le 27 septembre 1791. Au XIXe siècle donc tout va changer. La condition des Juifs à partir de la Révolution et du Premier Empire va graduellement s'améliorer. Napoléon, en dépit de certaines allusions jugées douteuses à l'égard des Juifs, est perçu positivement car c'est lui qui a permis au judaïsme français de s'unifier, de s'institutionnaliser et de s'assimiler au régime. Sous la Restauration, le statut des Juifs ne progresse pas, mais les droits gagnés sous la Révolution ne sont pas perdus. Par ailleurs, l'ancestral mépris des Juifs du Sud-Ouest à l'égard des Avignonnais, et surtout des Alsaciens, disparaît. Les clivages internes à la communauté juive se restreignent. Au début des années 1840, la célèbre affaire de Damas, une accusation de meurtre rituel d'un moine italien et de son domestique arabe, ayant mené à la persécution de nombreux juifs syriens, provoque une prise de conscience chez les juifs européens, notamment en France et en Angleterre. Mais globalement, l'époque s'étirant d'environ 1850 à la fin des années 1880 correspond à la plus grande période assimilatrice des juifs français, dont la grande majorité abandonne le culte israélite et vit dans l'idéal républicain et bonapartiste consistant à se fondre dans la modernité. Le plus investi peut-être dans cette tâche est Adolphe Crémieux, dont l'effort visant à permettre la naturalisation des Juifs d'Algérie est constant et répété. Crémieux avait déjà fait partie des porte-voix de l'indignation des Juifs au niveau européen durant l'affaire de Damas. Finalement, la naturalisation des Juifs d'Algérie, le fameux décret Crémieux de 1870, sera plus imposée que réclamée par ces derniers, qui se satisfaisaient très bien du pacte d'Omar en vigueur en Algérie auparavant, qui leur conférait moins d'obligations citoyennes et de réformes religieuses que le statut de citoyen français. L'autre grande contribution de Crémieux est la fondation de l'Alliance israélite universelle, constituée en 1860, dans l'esprit de 1791, donc de l'émancipation, afin de paver la voie de l'émancipation à tous les Juifs du monde. Initialement à la fois très cosmopolite, progressiste et suivie dans le monde par des Juifs qui estiment que la France est le modèle absolu de la modernité et des droits de l'homme, elle va se transformer à partir des années 1870 en organisation plus nationaliste, jusqu'à être perçue par les communautés juives étrangères comme une vitrine de l'expansion coloniale française. Quoi qu'il en soit, l'Alliance israélite universelle peut être considérée comme la première organisation de défense des intérêts juifs au niveau mondial, après le Bnei Brit, créée en 1843, mais à la différence que ce dernier reposait sur des principes maçonniques, de discrétion, et donc, contrairement à l'Alliance, peu présent dans l'espace public. Le processus chez les trois grands vainqueurs des guerres napoléoniennes issues de la Sainte Alliance conservatrice, donc la Russie, dont le cas sera traité plus tard, mais aussi l'Autriche et la Prusse, est inverse à celui de la France. Si les Juifs de France ont été émancipés avant d'avoir vraiment intégré la société française et de s'y être assimilés, les droits formels des Juifs dans ces pays n'arriveront qu'après un long processus d'assimilation des communautés juives au reste de la société, assez tardivement. Les premiers droits arrivent au compte-gouttes à partir des années 1830 et des débuts de la révolution industrielle dans la Ruhr notamment. Mais les débuts du socialisme en Allemagne s'accompagnent de discours d'une grande violence à l'égard des Juifs et du judaïsme, d'autant que parfois ces discours sont alimentés par des agitateurs eux-mêmes juifs comme Karl Marx. Quoi qu'il en soit, on peut déjà constater à quel point au XVIIIe et XIXe siècle, la violence des attaques anti-juives en Allemagne n'est pas de même nature que les attaques anti-juives en France à la même époque, même celles très violentes provenant d'un Voltaire par exemple. Des intellectuels aussi renommés que Kant ou Fichte
utilise déjà, sans que cela ne semble poser de problème, le terme d'euthanasie, ou préconisant de leur couper la tête à tous la même nuit, ou évoquant également l'idée de les déporter en Palestine, ce que Michel Abitbol évoque en détail à la page 481 d'Histoire des Juifs. Dans l'Empire allemand, l'émancipation formelle est décidée à l'instigation d'Otto von Bismarck, le 18 janvier 1871. En Autriche, cette émancipation avait été réalisée par le compromis de 1867 qui instituait la double monarchie austro-hongroise. Mais dans les faits, cette émancipation n'a pas été simple dans tout l'Empire. En Autriche et en Hongrie, elle n'a posé aucun problème. Mais dans les provinces reculées de l'Empire, en Galicie notamment, l'atmosphère était si étouffante que de nombreux juifs devaient partir sous d'autres cieux, en particulier en Amérique. La pire des situations pour les juifs est celle qui règne en Moldavie et en Valachie, les deux principautés qui constitueront la Roumanie indépendante à partir de 1878. Sous la férule de l'Empire ottoman, les principautés danubiennes avaient obtenu leur autonomie par le Congrès de Paris en 1856, résultante de la victoire occidentale dans la guerre de Crimée qui avait, en échange du soutien apporté aux Ottomans, exigé l'autonomie des deux provinces. Le nouveau pouvoir roumain est fortement antisémite et traite les juifs avec peu d'égard. Comme je l'ai évoqué précédemment, les juifs de l'Est de l'Europe sont très divisés entre ceux sous domination germanique et ceux sous domination russe qui devront vivre dans la zone de résidence, une région où les juifs sont alors obligés de vivre, et encore sous des conditions strictes. Cependant, tout au long du XIXe siècle, les Juifs vivront tout de même une dynamique d'ascension sociale et de relative assimilation, surtout dans les zones les plus occidentales de l'ex-Pologne. Cette ascension sera stoppée net à partir d'une date très précise, mars 1881, et l'assassinat du tsar Alexandre II. Les Juifs étant nombreux à graviter autour des milieux dits nihilistes qui ont revendiqué l'assassinat de l'empereur, la période courant de 1881 à 1917 s'avérera en Russie un crescendo de violence à l'égard des Juifs. D'ailleurs, à Paris, cet événement entraînera une recomposition de la communauté juive. Traditionnellement, depuis la Révolution, le judaïsme parisien recevait les flux migratoires principalement d'Alsace-Lorraine et d'Allemagne. À partir de 1881, l'immigration juive à Paris provient majoritairement de l'Empire russe. Dans le monde musulman, enfin, la situation est très diverse selon les régions. Au Maroc, excepté dans les villes du littoral, les Juifs vivent dans des conditions précaires et sont rudement traités. Idem au Yémen. Mais dans l'Empire ottoman, à la suite de la guerre de Crimée et sous la pression de ses alliés européens, la Sublime Porte promulgue le Hati Humayun de 1856 qui proclame l'égalité entre tous les citoyens, musulmans et non musulmans, et retire toutes les discriminations à l'égard des Juifs. Le bey de Tunis en fera de même un an plus tard. À l'évidence, l'accélération du monde induite par la révolution industrielle et la colonisation a largement profité aux Juifs. Entre 1850 et 1914, la population juive mondiale passe de 4 750 000 à 13 500 000, évolution proportionnellement beaucoup plus importante que le reste de la population. En 1914, c'est alors en Russie que les Juifs sont les plus nombreux, de l'ordre de 5,5 millions, dont 4,8 millions vivent dans la fameuse zone de résidence, et une bonne partie spécifiquement en Ukraine. Viennent ensuite les États-Unis avec 3,5 millions, et l'Autriche-Hongrie avec un peu plus de 2 millions, tous les autres pays se situant en dessous d'1 million. On l'a vu brièvement lorsqu'on a abordé la question de la Russie à partir de 1881, les Juifs de la région vont massivement s'en aller, et on va assister à une véritable saignée du judaïsme russe jusqu'en 1917. Michel Abitbol avance 5 raisons qui peuvent expliquer pourquoi 2,7 millions de Juifs quittent la Russie à cette époque. Premièrement, l'extrême poussée démographique juive sur cette période, avec une population très jeune ayant besoin de s'ouvrir de nouvelles perspectives face à un marché du travail d'autant plus bouché que les paysans russes viennent d'être libérés du servage. Ensuite, l'extrême paupérisation des basses classes sociales juives est un facteur de départ évident. Par ailleurs, l'explosion de la rapidité des moyens de transport, notamment les chemins de fer et les bateaux à vapeur, permet de quitter l'Europe vers le Nouveau Monde. On l'a dit également, les persécutions et le virage ouvertement antisémite pris par l'État russe après 1881 et la multiplication des pogroms
va avoir un impact évident. Enfin, l'ouverture des frontières américaines à l'immigration entre 1865 et la Première Guerre mondiale va permettre aux Juifs d'être légalement acceptés dans les ports des États-Unis. La plupart de ces Juifs russes vont donc dans deux directions. Les États-Unis principalement, même si certains qui espèrent embarquer dans les ports de Brême, Hambourg, Anvers ou Marseille finissent par rester dans ces villes, faute de réunir l'argent nécessaire pour payer un billet. Et puis la Palestine, option en faveur de laquelle la Jewish Colonization Association s'implique fortement. C'est aussi à cette époque et dans cette association que naît l'obsession de Maurice de Hirsch pour l'Argentine, où il espère faire migrer 3 millions de Juifs, mais dont seulement 7000 effectueront le voyage. Parmi les grands flux migratoires effectués par les Juifs à la fin du XIXe siècle, on peut en retenir 4 principalement. D'abord, le flux Europe-États-Unis. Arrivant à New York, à Ellis Island plus précisément, les Juifs restent surtout dans la ville, à Brooklyn ou au nord de Manhattan, mais se disséminent aussi dans une moindre mesure dans les villes de la région des Grands Lacs ou encore à San Francisco dès 1849. Le flux Europe-Palestine, où se retrouvent dès le début de nombreux Ashkénazes et Séfarades provenant tant de Russie après 1881 que d'Afrique du Nord, notamment à Jaffa, à côté de laquelle sera fondée Tel Aviv en 1909. Le flux Levant-Asie, la route menant les Juifs du Proche-Orient à l'Asie, principalement l'Inde, étant très ancienne, mais elle s'est surtout développée à partir de 1815 quand les Juifs du Yémen, mais aussi de Syrie, d'Irak et de Perse, ont été quelques milliers à émigrer sur la côte ouest indienne, et notamment la côte de Malabar, formant une communauté que l'on nomme les Béné Israël. Enfin, le flux Maghreb-Amérique latine, notamment les Juifs marocains de Tétouan, qui se sont installés dans le nord et le nord-est du Brésil, à Manaus ou encore à Belém, par exemple. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été jusqu'en Argentine, voire jusqu'au Pérou. Au XIXe siècle, le judaïsme rural disparaît progressivement en Europe de l'Ouest. Celui-ci était principalement caractérisé par le colportage, activité qui disparaît également de ce fait. Parallèlement, les nouvelles classes juives urbaines, en réseau et parfois de manière planifiée, constituent de puissantes dynasties bancaires entre l'Europe et les États-Unis. Les plus connus sont bien entendu les Rothschild, dont le patriarche Mayer Amschel a envoyé ses 5 fils respectivement à Londres, Paris, Vienne, Francfort et Naples. Gerson Bleichroeder est sûrement le plus célèbre banquier juif de la Prusse ascendante et sera même le banquier personnel d'Otto von Bismarck. En 1872, il devient le premier juif anobli de l'histoire du jeune empire allemand. Maurice de Hirsch, que j'ai déjà cité, joue un grand rôle dans le développement des lignes ferroviaires vers l'Empire ottoman, et amassera une fortune colossale avec le succès de l'Orient Express. Financier controversé, probablement lié à plusieurs krachs boursiers opportunistes, il est politiquement proche des boulangistes en France. Aux États-Unis, les frères Lazare, d'origine française, fondent la Banque Lazare, qui fait fortune grâce à la ruée vers l'or. On peut citer aussi Jacob Schiff, qui joue un grand rôle dans la construction du réseau ferré américain et prête massivement de l'argent au Japon de l'ère Meiji, pressentant la volonté nippone de mettre à l'amende la Russie tsariste que les Juifs vouent aux gémonies depuis 1881, punition qui finira par arriver en 1905 avec la première révolution russe, qui précède celle de 1917. Enfin, Paul Warburg joue un grand rôle dans la création de la Réserve fédérale américaine en 1913. Mais la plus connue des odyssées familiales juives en France, avec les Rothschild, est sûrement celle des frères Émile et Isaac Pereire, grands argentiers du Second Empire qui contribueront à développer le train et à réaliser beaucoup de constructions dans le sud-ouest de la France. Ils sont notamment à l'origine de la création de la station balnéaire d'Arcachon, avant de se fâcher avec Napoléon III. Ainsi, vers la fin du XIXe siècle, les Juifs sont très nombreux dans tous les grands secteurs économiques européens. Mais globalement, les études de Pierre Birnbaum montrent que les Juifs, s'ils furent massivement présents dans la spéculation financière et le domaine bancaire, furent au contraire peu présents dans le domaine purement industriel où, en France notamment, l'aristocratie catholique et la haute bourgeoisie protestante dominaient le secteur. Globalement, si Michel Abitbol montre qu'en Occident les Juifs connaissent une relative homogénéité sociale plutôt bourgeoise, surtout en Allemagne, et dans une moindre mesure en France et au Royaume-Uni, dans le reste du monde, en Europe de l'Est et dans le monde musulman principalement,
la société juive est divisée entre une micro-oligarchie très riche et puissante et de vastes masses pauvres dont beaucoup intégreront l'idéologie révolutionnaire. Mais on ne peut pas s'intéresser au judaïsme du XIXe siècle sans s'intéresser à son évolution intellectuelle, particulièrement prolifique dans le monde germanique, avec en particulier un mouvement culturel que l'on nomme Wissenschaft des Judentums, ou science du judaïsme. Les grands noms de la science du judaïsme sont Leopold Zuntz, Abraham Geiger, Heinrich Gretz ou encore Moses Hess. À l'époque, le judaïsme allemand est divisé entre un courant assimilationniste à l'extrême, jusqu'à la conversion, et les prémices d'un mouvement sioniste qui ne fera que prendre de l'ampleur à partir de la remontée de l'antijudaïsme et de l'essor de l'antisémitisme dès les années 1870 dans toute l'Europe. Ces deux courants sont, quoi qu'il en soit, résolument modernistes, et la Wissenschaft, de son côté, prend plutôt parti en faveur des proto-sionistes. Hess est considéré comme l'un des précurseurs intellectuels du sionisme. Geiger, de son côté, fait partie des fondateurs de ce que l'on appelle aujourd'hui le judaïsme réformé. Globalement, la Wissenschaft est un courant très dans l'air de son temps, du XIXe siècle, fasciné par la science et l'idée de scientificiser la connaissance du judaïsme. Admiratrice du judaïsme méditerranéen et notamment ibérique médiéval, héritière en droite ligne de Mendelssohn, elle ne cache en revanche pas son mépris pour le judaïsme d'Europe de l'Est, qu'elle juge inadapté et figé. Et en effet, en Europe de l'Est, le judaïsme reste dans sa grande majorité bloqué. Contrairement à ceux de l'Ouest qui ont largement adopté l'allemand, l'anglais ou le français, et adopté les us et coutumes locaux, méprisant les langues juives, les maskilim, donc les modernisateurs de l'Est, ont préféré rehausser le statut du yiddish ou de l'hébreu plutôt que d'apprendre le polonais ou les langues locales. Seul le russe fait exception. Après 1881, de nombreux juifs radicaux d'Odessa ou des autres villes d'Ukraine et de Russie basculent carrément dans la subversion révolutionnaire, tout en gardant des liens étroits avec leur éducation religieuse. Ce sera typiquement le cas de Trotsky. L'une des grandes conséquences de la modernité, c'est la sécularisation et la séparation du judaïsme en tant que religion et des juifs en tant que peuple. Pas étonnant donc qu'à partir de 1873, l'antisémitisme à proprement parler fasse son apparition en Allemagne. Le terme même est forgé en 1873 par le publiciste allemand Wilhelm Marr, à partir des théories biologistes et linguistiques divisant les peuples et les langues entre aryens, donc indo-européens, et sémites, donc les juifs et les arabes, et attribuant à chacun de ces deux groupes antagonistes des caractéristiques mentales et culturelles immuables et irréductibles. Selon Édouard Drummond, qui en popularise l'usage, il y a d'un côté l'aryen enthousiaste, héroïque, chevaleresque, désintéressé, franc et confiant jusqu'à la naïveté, de l'autre le sémite mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé. Le premier, fils du ciel, est agriculteur, poète, moine et surtout soldat. Le second est un terrien, un négociant d'instinct qui a la vocation du trafic, le génie de tout ce qui est échange, de tout ce qui est une occasion de mettre dedans son semblable. On voit bien cependant cohabiter à la fin du XIXe siècle l'ancien antijudaïsme chrétien agité par les milieux cléricaux, majoritairement français, dont le principal représentant est Louis Veuillot, qui ne condamne pas les juifs dans leur existence même, et l'antisémitisme moderne élaboré par des racialistes qui qualifient leur démarche de scientifique, dont certains sont français, mais qui trouvera véritablement son public dans le monde germanique. À l'époque, les milieux anti-juifs catholiques sont déchaînés par l'affaire Mortara, mise en accusation de l'Église qui, dans les années 1860 à Rome, aurait enlevé à sa famille et baptisé un enfant juif, révélant par là les mauvaises pratiques de l'Église et mettant en accusation directement le pape Pie IX. Les milieux catholiques accusent alors la presse juive et anticléricale d'avoir monté cette affaire en épingle dans le cadre de la campagne de presse pour l'unification italienne et dans le but d'affaiblir l'Église. La montée de l'antisémitisme en Allemagne, elle se concrétise en plusieurs étapes. Les conditions de l'essor de l'antisémitisme sont d'abord réunies par la convergence des milieux anti-bismarckiens. Avant le tournant conservateur de Bismarck de 1878-1880, la période des années 1870 consacre l'apogée de l'émancipation en 1871, puis de l'influence des Juifs, associée à un nationalisme allemand galvanisé par les récentes victoires militaires.
Mais le krach boursier de 1873, associé à l'image de parasitisme traîné par les élites financières et la violence du Kulturkampf mené par un Bismarck, dont l'image est alors très associée au milieu juif par les intellectuels catholiques et même protestants, ne font rien pour arranger la perception des juifs comme grands gagnants de l'unité allemande qui mènerait un travail de sape pour évacuer l'ancienne noblesse et les religions traditionnelles du monde germanique. Cet antisémitisme acquiert ses lettres de noblesse en 1879 lorsque le grand historien prussien de l'époque, le très respecté Heinrich von Treitschke, qui est un peu en quelque sorte le Michelet allemand, pas au niveau idéologique mais au niveau de l'influence qu'il a eue sur toute une génération d'Allemands, écrit dans les annales prussiennes la célèbre formule « Les Juifs sont notre malheur », « Die Juden sind unser Unglück ». Sur le plan politique, Adolf Stocker, le célèbre pasteur Stocker, ennemi juré de la social-démocratie, donne corps à cet antisémitisme populaire en fondant le Parti social-chrétien en 1878. C'est à cette même époque que Bismarck abandonne le Kulturkampf et s'allie au parti plus conservateur afin de réduire à néant l'opposition social-démocrate et socialiste. L'antisémitisme reste fort jusqu'au limogeage de Bismarck en 1890, après quoi la Weltpolitik des années 1890-1900, du bien peu philosémite Guillaume II, changera quelque peu les préoccupations de la société politique, ce qui devait rendre un peu plus marginaux les discours antisémites, mais ce qui n'a pas empêché pour autant la communauté juive de s'organiser notamment via la Zentralverein, créée en 1893, rompant avec la tradition de grande discrétion et d'assimilationnisme extrême des juifs allemands. La Zentralverein devait désormais fonctionner sur le mode du procès systématique, du soutien ouvert au SPD, donc à la social-démocratie, et au Zentrum notamment. Le grand défenseur des Juifs, à l'inverse de Treitschke, était un autre grand historien de l'époque, Theodor Mommsen, spécialiste de la Rome antique d'origine danoise, francophobe, résolument libéral et anti-bismarckien. En Autriche, la montée de l'antisémitisme est un processus largement détaillé, tant par Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, que dans une interprétation diamétralement opposée, Adolf Hitler dans Mein Kampf. Les Juifs étaient fondamentalement associés à la monarchie des Habsbourg, qui les a défendus avec conviction jusqu'en 1918, et notamment François-Joseph, qui était très proche des élites juives viennoises. C'est pourquoi ils étaient détestés tant par les pangermanistes en Autriche, car associés à l'élite de cet empire multiethnique décadent, que par les nationalistes des diverses nations internes, donc les nationalistes hongrois, mais surtout ukrainiens, roumains ou tchèques, qui les associaient à la monarchie des Habsbourg, donc à la domination germanique. Deux grandes figures politiques marquent la montée de l'antisémitisme à Vienne. D'abord, Georg von Schönerer, qui, avec son Deutsche Volkspartei, donc le parti du peuple allemand, prendra le rattachement à l'Allemagne, la haine des Habsbourg et même la conversion de l'Autriche au luthéranisme, en même temps que la prise de contrôle des Burschenschaften, des associations étudiantes désormais radicalement tournées vers l'antisémitisme et ressemblant de plus en plus à des milices. Mais le plus connu est sans aucun doute Karl Lueger, maire de Vienne de 1897 à 1910, et qui, s'il rejette catégoriquement l'anticatholicisme de Schönerer, professe un antisémitisme qui fera grand effet sur le jeune Adolf Hitler. En Russie, comme déjà évoqué précédemment, la date pivot est 1881, et cette montée d'antisémitisme ne vient pas de nulle part, car les Juifs représentaient déjà une composante importante des cercles nihilistes et anarchistes à l'origine de l'assassinat du tsar. Ils étaient notamment 27% dans l'organisation Narodnaya Volia qui a perpétré l'attentat. Mais l'explosion des pogroms, souvent organisée avec la complicité de l'État, va rendre les Juifs encore plus nombreux à s'engager dans l'idéal révolutionnaire. L'organisation qui cristallisera vraiment l'engagement de la jeunesse juive, c'est l'Union générale des travailleurs juifs, dite aussi le Bund, fondée en 1897 à Vilnius sur des principes socialistes, laïques et antisionistes. Mais c'est après la révolution manquée de 1905 que l'atmosphère sera la plus lourde. Les Sangs Noirs, organisation paramilitaire chargée de traquer les juifs révolutionnaires dans les ghettos de Saint-Pétersbourg, feront des ravages, et l'affaire Baylis, du nom d'un juif accusé d'avoir assassiné un enfant à Kiev, qui sera finalement acquitté, présente des similitudes avec l'affaire Dreyfus.
En France, évidemment, c'est justement l'affaire Dreyfus qui va cristalliser les passions, et l'action d'Édouard Drummond, notamment à travers son best-seller La France juive, et son journal La Libre Parole, ainsi que l'influence de Maurice Barrès. Je ne vais pas revenir dans cette série en détail sur l'affaire Dreyfus, qui est très connue du public français, car en fait c'est en Algérie que l'antisémitisme va se développer de la manière la plus intense, allant jusqu'au pogrom, qui culmine au moment le plus agité de l'affaire Dreyfus, donc en fait dans la première moitié de l'année 1898. L'un des grands agitateurs antisémites d'Algérie est le journaliste Max Régis, qui mobilisera avec force les pieds noirs contre les juifs, émeutes anti-juives qui seront d'ailleurs suivies essentiellement par eux et peu par les indigènes arabes, au contraire des émeutes qui auront lieu dans les années 1930. Voilà donc pour cet épisode consacré au XIXe siècle et aux évolutions qui ont caractérisé cette période pour le judaïsme dans le monde. Émancipation légale, assimilation progressive puis modernisation culturelle et mutation des ressorts traditionnels de l'antijudaïsme vers un antisémitisme aux prétentions scientifiques, désormais plus porté vers la race que vers la religion. Voici les grands phénomènes qui ont caractérisé environ les 100 années qui ont suivi la Révolution française. Le prochain épisode sera aussi le dernier. Il sera consacré à l'évolution du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, des tout débuts du sionisme à la fin du XIXe siècle jusqu'à la création de l'État d'Israël et son état de guerre quasi permanent, ainsi que tous les grands bouleversements qui ont marqué le XXe siècle. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez l'aimer, le commenter et le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.